Donc, je passe la parole à Olivier Sanchez qui va nous présenter la séance. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur d'avoir organisé cette séance qui est dédiée à l'embolie pulmonaire. Donc, je suis Olivier Sanchez, je suis chef de service de pneumologie à l'hôpital Georges Pompidou et j'ai été formé dans une maison à l'AENEC puis à l'hôpital européen Georges Pompidou dans le service de Philippe Even, Hervé Sors, puis Guy Meyer. Et donc, depuis tout petit, j'ai baigné dans le domaine de l'embolie pulmonaire. Et donc, déjà, je voulais vous remercier de m'avoir fait l'honneur d'organiser cette séance. Donc, cette séance va être... j'ai cédé un peu, excusez-moi, à la facilité en conviant à participer à cette séance à la fois des amis et des collègues qui travaillent de près sur l'hôpital Georges Pompidou, où on a mis en place une équipe un peu pluridisciplinaire pour l'accueil de ces patients. Et dans cette séance vont se succéder plusieurs orateurs qui vont vous décrire la prise en charge de cette pathologie qui demeure certes rare, mais qui peut compliquer un certain nombre de situations post-opératoires. Qui demeure certes rare, mais qui reste grévé d'une mortalité importante. Et donc on a beaucoup de progrès à faire pour améliorer le pronostic de cette forme particulièrement gravissime d'une pathologie fréquente qui est l'embolie pulmonaire. Donc sans plus attendre, je vais appeler le premier orateur qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui est le docteur Thierry Danaïs. Donc Thierry Danaïs est un médecin qui a beaucoup œuvré et qui continue d'œuvrer beaucoup dans le développement de la thrombolyse, dans toutes les diverses applications qu'elle peut recevoir dans les domaines de la médecine. Et donc je lui ai demandé de nous parler, de nous retracer un petit peu l'historique du développement de la thrombolyse, pas spécifiquement circonscrit à l'embolie pulmonaire, mais de nous faire un petit peu un panorama avec une perspective sur l'utilisation de ces traitements. Donc merci beaucoup Thierry de cette première communication. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et je voudrais remercier l'Académie. Je suis très honoré d'être aujourd'hui parmi vous. Et je voudrais remercier l'Académie et Olivier Sanchez de me donner la possibilité aujourd'hui de vous résumer en quelques minutes l'histoire de la thrombolyse. La thrombolyse, comme son nom l'indique, c'est la lise thérapeutique d'un caillot qui obstrue un vaisseau. Comme Olivier l'a rappelé, j'ai travaillé beaucoup dans la thrombolyse et maintenant j'ai une petite société de conseil en développement clinique et qui continue à avoir des activités de consultant pour Boehringer Ingelheim. Voilà, c'est autour de 1933 qu'on a reconnu que le streptocoque bêta-hémolytique produisait une substance fibrinolytique. Un peu plus tard, on a constaté qu'il était nécessaire qu'un facteur plasmatique associé soit présent pour cette action fibrinolytique. Et en 1945, la streptokinase, qui était la fibrinolysine auparavant, on a pu montrer qu'elle convertissait le plasminogène en plasmine, qui est l'enzyme qui assure la fibrinolyse et la destruction de la fibrine du caillot. Ensuite, la streptokinase a été partiellement purifiée pour pouvoir être évaluée chez l'homme. Et les premières utilisations chez l'homme, les premiers pas, ont été faits sur le débridement d'infection pleurale en injectant la streptokinase dans la cavité pleurale. Et c'est toujours une indication de la thrombolyse qui est d'actualité, puisqu'il y a toujours des études en cours sur le sepsis pleural. Après, autour de 1950, on a mis au point des formulations injectables par voie veineuse. Et la première administration de la streptokinase pour l'infarctus du myocarde a été réalisée en 1958. En 1959, on a reconnu qu'un activateur agissant au niveau du plasminogène lié à la fibrine du thrombus pourrait être le mécanisme optimal pour une thrombolyse ou une fibrinolyse du caillot. Et on s'est aperçu aussi que l'injection intraveineuse avec une faute d'orthographe d'un activateur tel que la streptokinase a deux actions. Une action locale sur la lyse du caillot
en agissant sur le plasminogène qui est lié à la fibrine du caillot, et aussi une action générale dans la circulation, une fibrinogénolyse. Et ça, c'est le schéma qui a été le premier schéma de cette double action qui a été publié à l'époque. Et depuis lors, on essaye toujours d'avoir des produits ou des fibrinolytiques qui sont le plus spécifiques possible du caillot pour se libérer de cette action sur le plasminogène circulant. Donc dans la période 1959-1979, il y a eu des études randomisées effectuées dans l'infarctus du myocarde, en particulier avec la streptokinase, mais aussi avec l'urokinase. À cette époque, la thrombose coronaire n'était pas encore totalement identifiée comme responsable de l'infarctus du myocarde. En fait, il s'agissait souvent d'études anatomiques post-mortem, et la discussion était est-ce que le caillot est formé post-mortem ou avant, et on n'avait pas pu encore conclure. Aussi, à cette époque, les études étaient faites avec des perfusions sur 24 heures et qui étaient débutées assez tardivement parce qu'on attendait d'avoir une preuve enzymatique de l'infarctus du myocarde, ce qui ne pouvait pas être fait tout de suite et qui donc redatait l'injection du thrombolytique par rapport au début des symptômes. C'était aussi à cette époque-là qu'on a commencé à constituer des unités de soins cardiologiques spécifiques, et au fur et à mesure des études, les segments devenaient plus nombreux car évidemment on avait aussi l'occasion de développer des procédures invasives. Il y a une méta-analyse sur ces études qui a été publiée, et même si leur méthodologie n'est pas optimale, on peut estimer à environ 20% la réduction de mortalité de la thrombolyse par la streptokinase ou urokinase si elle est débutée dans les 24 heures suivant le début des symptômes. En 1979, on a pu injecter la streptokinase par voie intracoronaire, et on s'est aperçu que la streptokinase provoquait une recanalisation très rapide. Et en 1980, c'est DeWood qui a apporté la preuve angiographique de l'occlusion thrombotique de l'artère coronaire, et qui était le mécanisme de l'infarctus du myocarde. En parallèle, on a développé des posologies plus élevées et une administration plus courte pour accélérer la thrombolyse et diminuer les risques hémorragiques qui étaient associés. En parallèle à la streptokinase et à l'urokinase, en 1981, on a pu, pour la première fois, purifier et caractériser un activateur tissulaire du plasminogène qui provenait de cellules cancéreuses humaines. Il y a un truc qui va... En 1981, sur un modèle animal d'embolie pulmonaire, on a montré que cet activateur tissulaire du plasminogène provoquait une lyse plus rapide que l'urokinase. Et en 1983, c'est Désiré Collen qui a proposé le modèle de la thrombolyse par l'activateur tissulaire du plasminogène, qu'il a pu résumer par ce schéma-là, qui est son schéma original. Donc, quand le plasminogène est fixé sur la fibrine du caillot, l'activateur du plasminogène se fixe également sur la fibrine et active le plasminogène en plasmine, qui alors lyse la fibrine du caillot. En 1983, cet activateur tissulaire du plasminogène a été cloné et a été exprimé dans des cellules. Et donc, c'est le TPA, ou après clonage et recombinaison, le RTPA. Donc, c'est une molécule, une assez large molécule. Le poids moléculaire est environ 65 000, et qui a plusieurs domaines de Kringle, le domaine Finger et la protéase. Le Kringle ayant été baptisé en fonction d'une pâtisserie scandinave.
Donc après, avec ces activateurs du plasminogène, et toujours dans le but d'avoir une action plus spécifique au niveau du caillot et avoir moins d'action périphérique dans la circulation générale sur le plasminogène, des mutants ont été développés, le RPA, le NPA, le TPA, d'autres qui ne sont pas là non plus, et à la fin le TNK dont on reparlera un petit peu plus tard. Donc, le streptokinase et l'urokinase ne sont pas des activateurs tissulaires, les trois autres oui, et on voit que ces activateurs tissulaires ont une action directe sur le plasminogène, ont une spécificité pour la fibrine tout à fait améliorée par rapport à la streptokinase et à l'urokinase, et qui ont une vitesse de thrombolyse du caillot bien plus rapide aussi que ces deux premiers produits. Donc en 1983, à Louvain, le premier patient présentant un infarctus du myocarde est traité par l'activateur du plasminogène. Et c'était un plasminogène natif qui n'a pas été obtenu par recombinaison. Et en 1984, l'année suivante, on a pu administrer l'activateur tissulaire du plasminogène recombiné, qui a été produit par la firme Genentech à San Francisco, et c'est le produit qui est devenu plus tard la référence en termes d'activateur de thrombolytique. En 1984, première étude randomisée du RTPA contre placebo dans l'infarctus du myocarde, et pendant les 10 années suivantes, ça a été le développement de la thrombolyse dans l'infarctus du myocarde, avec de très nombreuses études qui ont montré que cette thérapeutique réduisait la mortalité. Hop. Et la fin de cette période de 10 années où on a pu montrer qu'un bénéfice thérapeutique significatif était obtenu dans l'infarctus du myocarde, cette période a été terminée par les résultats de l'étude Gusto, qui avait inclus 4 groupes de 10 000 patients chacun d'infarctus du myocarde, où le RTPA, l'activateur tissulaire du plasminogène, faisait mieux que la streptokinase avec de l'héparine IV ou la streptokinase avec de l'héparine subcutanée, ou une association d'une dose faible de RTPA et de streptokinase. Et depuis cette date, le RTPA ou altéplase est devenu le thrombolytique de référence. En parallèle, à cette date-là, la firme Genentech a développé un mutant du RTPA, le TNK-TPA, et avec trois modifications dans la structure moléculaire. Ces modifications permettaient à la molécule d'avoir une demi-vie prolongée. Elle avait encore une meilleure spécificité pour la fibrine, et on augmentait la résistance au plasminogène activateur inhibiteur. Donc ce nouveau mutant, ou cet activateur tissulaire du plasminogène transformé a été testé en 1999 et 2 dans une étude comparative dans l'infarctus du myocarde qui avait inclus à peu près 19 000 malades. Et bien que le TPA ait des avantages théoriques de par ses modifications, on a pu montrer que les deux produits étaient cliniquement équivalents, avec une mortalité de 6,18 versus 6,15. Et il en était de même pour les cérébraux et pour les segments non intracérébraux étaient un peu en faveur du TNK-TPA, mais on aurait pu attendre à plus de différences. Donc, dans l'infarctus aigu du myocarde, la thrombolyse intraveineuse a permis une réperfusion précoce du vaisseau occlus et la préservation du muscle cardiaque permettant une diminution de la mortalité.
Le bénéfice thérapeutique est temps dépendant, donc le bénéfice est d'autant plus important que la thrombolyse est effectuée rapidement. La diffusion de la thrombolyse est accompagnée de l'adaptation des systèmes de soins permettant la prise en charge précoce, parce que c'est devenu une urgence médicale, et la dispensation de soins spécifiques avec les unités de soins cardiovasculaires. Il ne faut pas oublier que la thrombolyse nécessite des traitements concomitants comme des anticoagulants et même maintenant des antiplaquettaires. Et depuis, on sait que la reperfusion interventionnelle est devenue la méthode de référence, si elle peut être pratiquée précocement. Mais si on sait que le délai entre le début des symptômes et le geste thérapeutique, c'est-à-dire la reperfusion mécanique, est de plus 120 minutes, il reste un avantage à la thrombolyse. On a aussi, après, évalué des stratégies thérapeutiques qui associent la thrombolyse et la reperfusion mécanique pour les patients qui ne peuvent pas bénéficier de la reperfusion mécanique dans un délai rapide. Et on voit que l'association des deux fait certainement aussi bien que la reperfusion mécanique seule. Alors, après l'infarctus du myocarde, l'étape suivante, ça a été le développement de la thrombolyse dans l'accident vasculaire cérébral aigu, qui était une démarche peut-être au moins aussi importante, mais qui avait été évaluée comme plus risquée au départ, parce que le risque de transformation hémorragique était très possible. Donc c'est depuis 1991 qu'on a commencé à faire des études de thrombolyse dans l'infarctus cérébral aigu. L'expérience de l'infarctus du myocarde a appris qu'il fallait appliquer le traitement tôt. Et dès la fin de l'étude NINDS 1 et 2 aux États-Unis en 1995, la FDA a autorisé le produit en 1996. Pour l'Europe, il a fallu attendre la fin de l'étude ECAS-2 et la thrombolyse dans l'infarctus cérébral est devenue une réalité à partir de l'année 2000. Les études suivantes ont permis d'élargir la population cible avec les patients âgés et l'augmentation de la fenêtre thérapeutique jusqu'à 4h30. Et les études récentes Wake Up, Extend et Cascade permettent sur des patients sélectionnés par une imagerie avancée, pour certains patients, de les traiter au-delà de 4h30 et jusqu'à 9h. De même que pour l'infarctus du myocarde, l'infarctus vasculaire cérébral, le traitement est d'autant plus efficace. Ici, on parle surtout de la prévention de la disabilité plutôt que de réduction de mortalité. La réduction, le bénéfice clinique est d'autant plus grand que le traitement est précoce. Et jusqu'à ce jour, l'activateur tissulaire du plasminogène reste le seul traitement médicamenteux utilisable dans l'infarctus cérébral. Oups. En 2015, la thrombectomie interventionnelle dans l'AVC se développe et est maintenant recommandée, la méthode de référence pour les occlusions des vaisseaux proximaux. En revanche, la thrombolyse et la thrombectomie s'associent au sein de stratégies combinées de reperfusion, puisque la thrombectomie interventionnelle, si le patient est éligible à la thrombolyse, le patient doit recevoir la thrombolyse avant la thrombectomie. Depuis quelques années, on étudie le rôle de la ténectéplase dans l'infarctus cérébral et dans le but de prouver que la vitesse et le taux de reperfusion seraient meilleurs par rapport à l'altéplase. Et ces études sont en cours, il n'y a pas encore de réponse définitive pour savoir si la ténectéplase peut apporter un bénéfice augmenté. Alors, quand même, quelques mots sur l'embolie pulmonaire. En 1992, il y a eu une étude qui avait comparé l'activateur tissulaire du plasminogène à l'urokinase
Cette étude a montré que l'injection d'activateurs du plasminogène réduisait les pressions totales pulmonaires bien plus rapides que l'urokinase dans l'embolie pulmonaire massive, dans le massif aigu. Et c'est sur cette étude que l'activateur du plasminogène a été autorisé à la fois aux États-Unis et en Europe. Depuis lors, bien que la thrombolyse ou un geste chirurgical dans l'embolie pulmonaire avec un choc cardiogénique est une urgence absolue, là, il reste toujours à évaluer et à trouver la meilleure place de la thrombolyse dans les embolies à risque élevé, mais n'ayant pas encore abouti à un choc cardiogénique. Et je dois dire que depuis une vingtaine d'années, on n'a encore pas complètement résolu cette question. Il y a eu une étude faite en 2002 avec l'activateur du plasminogène, une deuxième une dizaine d'années plus tard avec la tenectéplase, dont Olivier Sanchez vous montrera quelques résultats tout à l'heure. Et on continue parce qu'on n'a encore pas trouvé la bonne définition des patients qui mériteraient d'être thrombolisés avant qu'ils se détériorent vers le choc cardiogénique. Pour résumer, la thrombolyse a transformé le traitement des occlusions vasculaires en permettant une reperfusion rapide. Les occlusions vasculaires de ce fait sont devenues des urgences médicales et les bénéfices de la reperfusion étant d'autant plus importants que la reperfusion est précoce. Les systèmes de soins adaptés ont été et continuent à être créés, surtout dans l'infarctus cérébral, pour assurer un diagnostic et une prise en charge précoce et spécialisée. La thrombolyse fait partie de stratégies de reperfusion vasculaire qui doivent être adaptées aux patients, aux délais probables et aux ressources locales. Donc il y a des traitements concomitants. On peut ajouter on peut aussi la combiner avec une intervention mécanique. Et ces stratégies de reperfusion vasculaire continuent à évoluer. Et je pense que la thrombolyse restera la pierre angulaire de ces stratégies et qui vont essayer d'élargir l'éligibilité des patients à la thrombolyse, obtenir une mise en œuvre plus rapide et avec un bénéfice-risque, si possible, amélioré. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de cette très complète et très instructive rétrospective. À l'Académie, nous sommes très sensibles au rappel historique, car je me permets de vous rappeler que l'Académie est l'héritière de l'Académie royale de chirurgie datant du XVIIIe siècle et qu'on ne peut la comprendre aujourd'hui que si on connaît son passé. Je passe la parole à Monsieur le modérateur. Merci beaucoup Thierry pour cette effectivement revue historique de l'utilisation des thrombolytiques dans 3 indications principales finalement, l'infarctus, l'AVC et l'embolie pulmonaire. Est-ce que tu vois, pour introduire la discussion, des perspectives d'utilisation de ces médicaments thrombolytiques? Est-ce que du fait de l'avènement des techniques de reperfusion percutanée mécanique, est-ce que tu penses que ces médicaments gardent une indication seule ou en complément d'une technique de reperfusion? Alors, la réponse est les deux, parce que la thrombolyse, elle reste une stratégie thérapeutique qui peut être utilisée seule dans la mesure où la disponibilité d'intervention mécanique n'est pas possible ou lointaine. Si on se place avec une vision européenne, on peut penser que l'intervention mécanique est possible partout, mais si on se place dans une perspective globale, il y a beaucoup de pays qui ont des distances bien trop éloignées ou qui même ne bénéficient pas, même dans les grandes villes, de la disponibilité, au moins pour l'infarctus du myocarde et encore moins pour l'infarctus cérébral, de stratégies mécaniques disponibles. Bien sûr, dans la mesure où on peut associer les deux thérapeutiques, on peut obtenir certainement des taux de reperfusion ou de recanalisation plus importants ou plus rapides.
On peut aussi penser que des produits concomitants adjuvants vont augmenter la vitesse de thrombolyse ou le niveau de thrombolyse. Et bien sûr, je pense que la thrombolyse va rester, pour les malades qui sont éligibles à la thrombolyse, un élément essentiel de toutes les stratégies de reperfusion vasculaire. Merci. Oui. J'ai une question. Vous ne nous avez pas parlé des contre-indications de la thrombolyse, parce qu'il me semble que la chirurgie majeure reste une contre-indication. En post-opératoire, on n'a jamais pu en faire. Non, parce que la contre-indication majeure de la thrombolyse, c'est le risque de segment. Donc tous les patients qui ont un risque de segment prévisible, la thrombolyse est de facto contre-indiquée. Si un patient a été opéré récemment, pour le moment, la thrombolyse, c'est la thrombolyse du caillot. Donc, dans le geste thérapeutique de l'infarctus du myocarde et de l'accident vasculaire cérébral, on s'intéresse au caillot qui provoque une maladie. Mais pour le moment, même si la spécificité pour le caillot est bonne, on n'a pas encore réussi à séparer la spécificité pour le caillot vasculaire qui occlue un vaisseau ou le caillot hémostatique qui est à côté ailleurs dont on a besoin. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Merci.